La pluie de pierres ponces s'est arrêtée. Rufus, un commerçant, rassemble toutes ses économies dans une bourse. Les pierres ponces, les lapillis, ont recouvert le rez-de-chaussée de toute la rue. Rufus en profite pour s'échapper. Mais malheureusement pour lui, le flux pyroclastique, un mélange de gaz volcanique et de vapeur d'eau, le rattrape. C'en est fini de Rufus et de Pompéi. En 2018, les scientifiques du parc archéologique de Pompéi décident de fouiller une partie qui n'avait encore jamais été explorée. Le Cuneo, un quartier en coin, et sa rue des Balcons. Les archéologues retrouvent notre fuyard, Rufus. Valeria, l'archéo-anthropologue rattachée aux fouilles, a réussi à restituer intégralement son squelette. À côté de notre pauvre ami se trouvait sa fameuse bourse remplie de pièces en bronze et en argent. Mais au fait, à quoi ressemblait une monnaie romaine? Pour fabriquer les pièces, les Romains avaient deux techniques. La première, la plus répandue, était de prendre une pièce de métal ronde, sans marque, que l'on appelle flanc. On la mettait dans une enclume qui comprenait la matrice côté pile. Le monnayeur utilisait ensuite un coin avec la matrice côté face qui venait percuter le flanc à l'aide d'un petit marteau. L'autre technique, utilisée antérieurement ou pour fabriquer des fausses monnaies, était la coulée. On faisait fondre le métal précieux qu'on déversait dans un moule avec les deux matrices. Ces pièces étaient principalement fabriquées à Rome sous le règne de Titus, l'empereur qui régnait lors de l'éruption du Vésuve. Mais il y avait aussi d'autres ateliers, comme à Lyon, en Gaule, Alexandrie, en Égypte, ou encore à Tyr, au Liban. Pour chaque pièce de monnaie, il y avait un poids et une valeur prédéfinis liés à son type. Comme les nôtres, les monnaies romaines n'avaient pas toutes la même valeur. La pièce qui valait le plus était l'aureus, faite en or. Venait ensuite le denier, fait d'argent. Puis le sesterce, en laiton, un alliage de cuivre et de bronze. Et voici l'as, le petit dernier, fait de bronze ou de cuivre. Chaque monnaie avait donc un poids précis en fonction des métaux. Les marchands, en cas de doute, pouvaient vérifier avec une balance le poids de telle monnaie pour savoir si elle n'était pas truquée. Et oui, à toutes les époques, il y avait des faussaires qui fabriquaient leurs monnaies avec des métaux moins précieux, comme l'étain ou le bronze. Maintenant, on sait comment était fabriquée une pièce romaine. Mais qu'est-ce qui était représenté dessus? Une monnaie romaine se présente en deux faces. L'une, appelée avers ou droit, qui comprend généralement la tête de l'empereur régnant au moment où la pièce a été fabriquée. L'autre, le revers, peut comprendre un symbole lié à la ville, au type de monnaie ou à un événement politique, mais peut aussi représenter la même iconographie qu'à l'avers. Autour de la tête de l'empereur, son titre est indiqué. Par exemple, l'empereur Titus César Vespasien Auguste Grand Pontife. C'est ce qu'on appelle la titulature. Grâce aux monnaies, on sait à quoi ressemblaient les empereurs. Mais c'est aussi un élément de datation formidable. En effet, si un numismate, un archéologue spécialiste de la monnaie, retrouve une pièce dans une couche stratigraphique, celle-ci peut donner des indications sur la date de dépôt de cette couche. Pour Rufus, les monnaies ont été frappées sous Vespasien et son fils Titus. Donc, notre ami est mort sous ce règne, et non sous celui d'Adrien, qui a régné plus tard. Les pièces romaines circulant pendant très longtemps, on aurait pu retrouver dans la bourse de Rufus des monnaies datant de Néron ou d'Auguste. Bien sûr, cet élément de datation reste approximatif, mais combiné aux autres, on peut connaître la période que l'on fouille. Les pièces romaines permettent aussi aux empereurs de faire leur propagande dans tout l'Empire. Les symboles sur les pièces renvoient donc à une identité géographique et au pouvoir impérial qui permet de mieux comprendre la politique romaine.